un choix démocratique. Alors, je comprends bien qu'il n'est pas du rôle de la France de s'immiscer dans les affaires judiciaires tunisiennes, mais, Monsieur le Premier ministre, dans quelle démocratie voit-on, 3 semaines avant le premier tour d'une élection présidentielle, le principal candidat incarcéré sous le coup d'accusations d'évasion fiscale et de blanchiment? Monsieur le Premier ministre, nous avons tous vu avec bonheur et espoir le printemps arabe qui a commencé en Tunisie. Nous avons vu les Tunisiens capables de se défaire d'une dérive qui avait eu lieu par le passé. Et puis aujourd'hui, nombreux sont les Français, nombreux je crois sont les Tunisiens qui s'inquiètent du déroulement d'un processus démocratique dont on peut dire pour le moins qu'il est curieux, inquiétant, unique en son genre. La France, qui a des relations anciennes et amicales avec la Tunisie, se doit, me semble-t-il, d'exprimer à la fois cette inquiétude et d'exiger au moins que le candidat puisse, le temps de l'élection, présenter son programme, au moins entre les 2 tours. Je dirais, en plaisantant, Monsieur le Premier ministre, que d'habitude, l'incarcération, c'est pour éviter la fuite. Et quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est pas fuir. C'est peut-être plutôt le régime qui est en train de connaître une fuite en avant. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lagarde, vous m'interrogez sur les échéances électorales présidentielles en Tunisie. Après avoir rappelé à juste titre les relations anciennes entre nos 2 pays, la Tunisie et la France, les relations amicales, et je dirais aussi les relations d'espoir, puisque la Tunisie, comme la France, a connu il y a quelques années la déstabilisation terroriste et a fait le choix d'une vitalité démocratique qui lui permet de regarder le futur avec confiance. Vous savez, Monsieur le Président, que le président Essebsi s'est éteint le 25 juillet dernier et que des élections présidentielles, qui seront elles-mêmes suivies d'élections législatives, doivent se tenir pour désigner un nouveau président de la République. En disparaissant, le président Essebsi a laissé un vide dans la vie politique et démocratique tunisienne, puisque c'était un des pères, je crois qu'on peut le dire comme cela, de la démocratie et de la Tunisie moderne. Organiser des élections dans un pays qui revient à la démocratie n'est jamais simple et n'est jamais acquis. C'est toujours un défi. C'est un défi que la Tunisie doit aborder avec confiance et qu'elle aborde, je crois, avec l'envie de montrer qu'elle n'a pas varié dans le choix fondamental qu'elle a réalisé. L'objectif de la France, c'est de faire en sorte que ces échéances électorales se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Vous l'avez vous-même indiqué, Monsieur le Président, il n'appartient pas à notre pays, et certainement pas au Premier ministre, de s'immiscer ou même de commenter le fonctionnement des institutions judiciaires en Tunisie et les conditions générales d'organisation de l'élection. J'ai pris note, comme vous, Monsieur le Président Lagarde, de l'arrestation d'un des candidats aux élections présidentielles tunisiennes. Je ne veux pas commenter cette décision prise par une autorité juridictionnelle, mais je veux dire combien nous sommes attentifs et confiants dans la capacité de ce pays à s'inscrire dans la ligne qu'il a lui-même choisie et que nous soutenons politiquement, diplomatiquement, avec beaucoup d'engagement, car ce qui se joue dans la démocratie tunisienne, vous l'avez indiqué, Monsieur le Président Lagarde, est essentiel pour la Tunisie, mais c'est essentiel pour la région entière et probablement pour la Méditerranée occidentale, donc pour la France. C'est donc au fond un message de très grande attention que je veux, à la suite de vos propos, adresser à nos amis tunisiens, un message de très grande amitié, de très grande confiance et de très grand espoir que les élections présidentielles puis législatives seront à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Alain Brunel. Madame la ministre, l'acte 2 de votre gouvernement, c'est une mauvaise retraite et c'est une mauvaise santé. Après plus de 6 mois de grève dans les services d'urgence, vous venez de délivrer une énième ordonnance, une nouvelle fois
vous tapez à côté du clou. Des mesurettes, loin de la réalité du terrain, des éléments de langage rodés et un plan de communication bien huilé qui ne répondent en rien à la crise profonde que vivent les personnels et les patients au quotidien. Vous appelez cela un pacte de refondation. Il ne tient pas compte de la souffrance, du manque de moyens matériels et humains. 249 services d'urgence en grève vous alertent. Il faut les entendre, il faut les écouter. Vous sortez de votre chapeau 750 millions d'euros étalés sur 3 ans. D'où vient cet argent? Nul ne le sait, à part vous. Vous avez raboté les finances de l'hôpital en 2018 et en 2019 de 2,6 milliards d'économies. On se demande si vous allez encore déshabiller Paul pour habiller Jacques. L'ensemble des syndicats et le collectif Interurgence vous le réclament depuis de nombreux mois. Vous ne faites aucune annonce des réouvertures massives de lits, alors que plus de 100 000 lits ont été supprimés en 20 ans. Vous ne faites pas non plus d'annonce sur l'augmentation d'effectifs, ni sur les augmentations de salaire. Vous vantez la télémédecine, mais derrière les écrans, il faudra toujours des soignants. Il est plus qu'urgent de tenir des réunions, bassin de vie par bassin de vie, pour faire le point sur la réalité des établissements de santé. Ce sont vos propres mots, Madame la Ministre. Je vous cite. Chacun détient une part de solution. Dans cet état d'esprit, je vous demande officiellement, au nom du groupe communiste, de mettre aux voix du Parlement la proposition de loi déposée en mai dernier, instaurant un moratoire contre les fermetures d'établissements, de services, de lits et contre les arrêts de regroupements hospitaliers. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Brunel, je viens de répondre sur le budget. Il n'est pas négligeable, 750 millions d'euros, dont 80% alloués au recrutement de ressources humaines supplémentaires pour gérer la crise des urgences. J'ai répondu à la revalorisation nécessaire des soignants aux urgences, notamment prenant en compte les incivilités dont ils font preuve. Je voudrais rappeler ici les mesures de ce plan qui se veut un plan global, nécessitant de repenser l'aval avec le SAS, la création du SAS, le service d'accès aux soins, qui permettra aux Français de pouvoir trouver un conseil lors d'un appel téléphonique ou d'une demande en ligne en cas de besoin urgent de consultation sans rendez-vous et qui pourront donc trouver leur orientation dans le système de santé. Nous allons créer 50 maisons médicales de garde auprès des services qui sont le plus saturés, ceux qui reçoivent plus de 50 000 passages aux urgences par an. Nous allons développer les consultations sans rendez-vous qui offriront les mêmes avantages aux Français que les urgences en termes de tiers payants, en termes d'accès à un plateau de biologie simple et en termes de transport sanitaire pris en charge à 100% sans que forcément le SAMU ou l'ambulance ne les amène aux urgences. Nous allons mettre en œuvre une rentrée directe des personnes âgées dépendantes, notamment entre les EHPAD et les services de gériatrie, pour éviter leur passage aux urgences. Tout le monde sait que c'est la solution. Là où ça a été mis en place, les gériatres, les familles, les patients, les soignants savent que éviter à une personne âgée de passer aux urgences et d'attendre sur un brancard est un soulagement pour tous, le personnel comme les personnes malades. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, 104. 104, c'est le nombre de femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint depuis le début de l'année. Elles étaient 121 l'année dernière, 109 il y a 2 ans. Nous sommes en 2019 et encore aujourd'hui, dans tous les territoires de la République, des femmes meurent, rouées de coups, étranglées, parfois brûlées vives. Des décennies de silence pour qu'enfin notre société tout entière s'indigne aujourd'hui chaque fois qu'une nouvelle femme succombe au coups d'un homme. Nous pensons à celles qui ne sont plus là pour parler. Nous pensons à celles qui chaque jour vivent la peur, la menace, les coups,
Tout cela souvent sous les yeux de leurs enfants. Nous pensons à leurs proches, à leurs familles, nous pensons aux associations qui les accompagnent chaque jour, tant bien que mal, pour les sauver de l'emprise d'un conjoint violent. Monsieur le Premier ministre, vous avez pris la mesure de ce fléau en ouvrant il y a une semaine un Grenelle contre les violences conjugales. Ce Grenelle traduit bien l'engagement du gouvernement et de la majorité. Des premières mesures d'urgence ont d'ores et déjà été annoncées. Alors, Madame la ministre, vous le savez, dans certains territoires, les violences faites aux femmes ont largement explosé. Et je pense en cela singulièrement aux Outre-mer, comme en Polynésie française, où les taux de violence conjugale atteignent 14% de la population, ou chez moi, en Guadeloupe, les chiffres ont bondi de 27% l'année dernière. Ainsi, Madame la ministre, quelles actions comptez-vous mettre en place pour que les Outre-mer soient pleinement intégrés à cette mobilisation générale contre les violences conjugales? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée Justine Bénin, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, je voudrais commencer, avant de vous répondre sur le fond de votre question, par remercier la totalité des parlementaires qui se sont engagés dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Nous l'avions dit, nous ne pourrions mobiliser toute la société que si l'intégralité des différentes composantes, notamment de la vie politique, s'engageait dans ce Grenelle des violences conjugales. Ce fut le cas. Merci à vous. Pour la question que vous posez plus particulièrement concernant l'engagement du Grenelle des violences conjugales sur les territoires d'outre-mer, je voudrais d'abord commencer par dire qu'à Matignon, sous l'égide du Premier ministre Édouard Philippe, de nombreux ministres étaient présents et engagés, parmi lesquels Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Nous avons pleinement conscience de la situation que vous avez parfaitement bien décrite, qui a été profondément analysée dans un rapport du CESE il y a environ 3 ans, sur notamment les liens d'interdépendance économique qui empêchent les femmes de pouvoir quitter le domicile quand elles sont cohabitantes avec un conjoint violent. C'est la raison pour laquelle, avec Annick Girardin, nous allons organiser un Grenelle des violences conjugales spécifique Outre-mer, sur les territoires d'Outre-mer d'ici au 25 novembre. Ce Grenelle des violences conjugales, c'est un processus. Il a été lancé par le Premier ministre le 3 septembre 2019. Il s'achèvera le 25 novembre pour la Journée mondiale de lutte contre les violences envers les femmes. Ce Grenelle des violences conjugales spécial Outre-mer, il viendra également en complément des contrats locaux contre les violences qui ont déjà été signés, notamment à La Réunion et en Martinique. Nous attendons la signature en Guadeloupe. Madame la députée, je sais pouvoir compter pleinement sur votre engagement. En Outre-mer, comme partout dans tous les territoires de ce pays, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre les violences conjugales, contre les féminicides, y compris en nous déplaçant au plus près du terrain avec l'ensemble des élus qui sont engagés sur cette thématique. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. La parole est à Madame Caroline Fiat. Madame la ministre, depuis plus de 6 mois, des soignants en colère se mobilisent aux 4 coins du pays pour sauver nos urgences du naufrage. Bravo à elles et à eux. 92% des Français sont reconnaissants. Ils comprennent et soutiennent les 249 services d'urgence en grève. Sur France Inter, dimanche, vous avez considéré exagéré l'exaspération exprimée par un soignant. Non, il n'est pas un témoignage isolé et ce n'est pas un ressenti excessif. Alors aujourd'hui, je ne parle pas au nom de l'interurgence en ce moment en Assemblée générale, mais je veux me faire l'écho de ceux que vous écrasez par votre politique d'austérité. En 2 ans, vous avez fait 1,6 milliard d'euros d'économies sur l'hôpital public, alors même qu'on compte 2 fois plus de passages aux urgences en 10 ans et que 100 000 lits ont été fermés en 20 ans. Les conséquences sont désastreuses. Et maintenant, grand seigneur, vous promettez 250 millions par an pour les urgences. À budget constant, on peut s'autoriser à penser que d'autres secteurs de santé vont subir ce rapatriement. Ce n'est pas en déplaçant les problèmes d'un service à un autre que vous trouverez une solution. Aucun médecin, aucun soignant ne pourrait penser qu'une telle dose d'austérité pourrait apporter le moindre bien dans un secteur aussi crucial que la santé.
Allez chercher les milliards de l'évasion fiscale, de l'ISF, des dividendes d'entreprises non exemplaires qui délocalisent et licencient à tour de bras. Supprimez cette taxe sur les salaires tout bonnement injuste qui étrangle nos hôpitaux et leur coûte près de 6 milliards d'euros. Je vous fais une demande solennelle. Accédez aux revendications des soignants en grève. Écoutez la fronde qui éclate dans tout le pays. Madame la ministre, le budget de la sécurité sociale va s'ouvrir dans quelques semaines. Saurez-vous être à la hauteur de l'enjeu? Merci, madame la députée. La parole est à nouveau à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Fiat. Vous avez parlé évidemment de la souffrance des soignants. Je ne la nie jamais. Jamais. Et c'est d'ailleurs parce que je reconnais cette souffrance que j'ai immédiatement tenu compte de l'expression des incivilités et de l'agressivité parfois, que cette prime de 100 € a été attribuée pérenne depuis le mois de juillet et ils l'ont tous reçue. Cette prime a d'ailleurs